Le coup d'État d'août 2020 au Mali fait suite à une longue crise politique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans ces coups d'État ne naissent pas de nulle part. Ils naissent aussi d'une situation sécuritaire dégradée et presque tous les pays dans lesquels il y a eu des guerres contre le terrorisme sont devenus des États faillis. Donc, et les pouvoirs en place qui n'arrivent pas à ramener la sécurité, tout comme les acteurs extérieurs d'ailleurs, sont toujours fragilisés. Plus il y avait la gestion d'Ibrahim Boubacar Keïta. En réalité, le coup d'État d'août 2020 fait suite à l'élection de 2018, qui avait été une élection présidentielle extrêmement contestée, où il y avait une crise post-électorale très dure, très longue, où les acteurs extérieurs, la France, les Nations Unies, la CEDEAO, avaient validé cette élection que tout le monde savait non crédible, non transparente, comme le veut le... Et donc... en 2018 ? En 2018, oui. Pendant 2 ans, il y a une situation politique délétère au Mali. Ibrahim Boubacar Keïta choisit de faire des élections législatives, le résultat ne lui convient pas, il change les résultats. Enfin bon, c'était vraiment une situation politique délétère avec des manifestations qui ont été réprimées. Et il y a eu des morts devant la mosquée. Donc ce coup d'État n'a surpris personne parce qu'il venait clôturer une séquence politique vraiment difficile pour tout le monde et c'est là où on peut revenir sur la responsabilité de la France mais aussi des autres acteurs et notamment de la CEDEAO, c'est-à-dire qu'ils ont cautionné une élection qui n'était pas crédible et donc ça n'a pas arrangé les affaires. Donc, le coup d'État surprend personne, il ne surprend pas les observateurs en tout cas. Moi, je n'ai pas été surprise de ce coup d'État. Il surprend en revanche tous les services de renseignement qui n'avaient rien vu venir. Donc ça pose aussi le problème de savoir quels sont les capteurs de terrain que ces gens ont. Mais voilà, donc personne ne voit rien venir. Et des colonels prennent le pouvoir. Qui sont ovationnés par la foule. Et alors, ces colonels, tout le monde pense à ce moment-là que ces colonels vont réussir à redresser le pays, à ramener la sécurité dans le pays. Ils viennent un peu, les gens les prennent un peu comme des sauveurs. Tout le monde pense qu'ils vont mettre un terme à cette crise politique et sécuritaire qui dure depuis 2013. L'histoire ne se passera pas comme les Maliens l'ont espéré, mais à ce moment-là, oui, ils ont un vrai soutien populaire. Ça, c'est évident. Et de toute manière, tout le monde savait que la situation était délétère et personne ne va demander que le président Ibrahim Boubacar Keïta soit remis à son poste, remis dans son fauteuil à ce moment-là. Donc le coup d'État est consommé, comme on dit en Afrique, en 5 heures chrono. Ibeka démissionne et les colonels prennent le pouvoir. Et à ce moment-là, tout se passe bien avec les acteurs extérieurs. Alors, qui sont les acteurs extérieurs au Mali à cette époque? Il y a la France avec l'opération Barkhane, il y a la MINUSMA, la mission intégrée des Nations Unies, il y a les Européens, et puis un peu plus de loin, mais quand même présents, les Américains qui apportent leur aide à Barkhane. Et après ce coup d'État, tout se passe à peu près bien, les affaires continuent comme d'habitude, la coopération entre l'armée malienne et l'armée française, et ça je pense qu'il faut le souligner, c'est vraiment le seul pays des 3, Burkina Faso, Mali, Niger, où la coopération entre ces 2 armées est si bonne, parce que il y a eu des problèmes politiques, mais la coopération entre les armées a été bonne pendant tout le temps. La coopération avec les armées se passe bien. Tout le monde adoube ces nouvelles autorités. Elles n'ont aucune légitimité.
C'est des autorités qui arrivent d'un coup d'État, elles n'ont aucune légitimité, elles font une charte de la transition. J'étais au Mali à ce moment-là, donc j'ai vu comment se rédigeait la charte de la transition. C'était juste une farce démocratique, les colonels prennent tous les postes importants, etc. Et personne ne dit rien. Tout passe comme ça, on a enterré Ibeka et on vogue le bateau. Et donc ça, c'est le premier coup d'État. Cette séquence va durer jusqu'en mai 2021, où là, je ne vais pas tout, parce que sinon on est parti pour des heures, mais là, les colonels avaient été obligés de prendre un Premier ministre par la CEDEAO, de prendre un président civil et un Premier ministre civil. Le président civil était un ancien militaire. Et donc ce président civil, qui a été fait roi par ces 5 colonels qui ont pris le pouvoir, croit qu'il peut prendre toutes les décisions. Je pense avec l'aval d'Emmanuel Macron, parce qu'il a fait ça en rentrant de Paris. Et il a voulu faire un remaniement et enlever 2 des colonels putschistes qui étaient au ministère de la Défense et au ministère de la Sécurité d'État, si je ne me trompe pas. Et ce qui a été, bien sûr, pas accepté par les colonels, en disant « on t'a fait roi, qu'est-ce que tu décides ?» Voilà. Et les colonels débarquent ce président et le Premier ministre dans la journée. Alors là, ça a été le branle-bas-le-combat, c'est un coup d'État, c'est un putsch. Alors, ceux qui pensent que c'est une bonne chose vont dire c'est une rectification de la transition. Ceux qui pensent que, comme la France, c'est un coup qu'il ne fallait pas faire ça, c'est un coup d'État. Donc on parle de deuxième coup d'État, c'est celui de mai 2021. Et à partir de là, tout va déraper. C'est à partir de ce deuxième coup d'État. Alors, je parle pas. Là, on parle des coups d'État, hein, mais la situation avait déjà été délétère à partir de 2018, 2019, etc. Mais là, vis-à-vis de la France, la situation va déraper parce que, comme je le disais tout à l'heure, Emmanuel Macron a été désavoué. Il ne voulait pas de ces 2 colonels à l'intérieur du gouvernement. Il voulait en revanche du président civil. Et les colonels n'obéissent pas. Il est désavoué. Il essaye tout. Et puis ça ne marche pas. Les colonels ne lâchent rien. Et donc, à partir de ce moment-là, la situation va dégénérer. Emmanuel Macron va décider seul, vraiment seul, parce que même son chef d'état-major n'a pas été informé, de suspendre l'opération Barkhane pendant un temps, de fermer 3 bases. Aucun des partenaires n'est informé. Mais comment ça se fait qu'aucun parce que c'est une décision qui a prise. Pour quelle raison il a pris cette décision? Je ne sais pas, moi je ne suis pas dans la tête du président de la République, mais il prend cette décision parce qu'il a été désavoué. Et donc c'est une façon de se venger des colonels. Mais à partir de là, la situation va déraper parce que les Maliens disent vous nous abandonnez en plein vol, les partenaires ne comprennent rien. Les armées qui fonctionnaient bien ensemble, ils sont obligés de suspendre leur coopération. Puis, c'est pas. Attention, la MINUSMA compte sur la France, les Européens aussi comptaient sur l'armée française. Donc, c'est pas une petite décision qui se prend à ce moment-là. Et à partir de là, il va y avoir toute une séquence, dans le livre, je l'appelle la diplomatie du mégaphone, parce que là, la junte, avec son nouveau Premier ministre, Choguel Maïga, il va à fond aussi. Et donc, la diplomatie a totalement disparu. Là-dessus, arrivent les rumeurs de possible entrée de Wagner au Mali. Donc là, l'hystérie augmente encore un peu, puis on va aller de Karim au Silla jusqu'à ce que
le Mali renvoie notre ambassadeur jusqu'à ce qu'il demande à revoir les accords de défense. Et puis Emmanuel Macron va faire ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire que quand il voit qu'il a été au bout de tout ce qu'il a essayé, de tout ce qu'il a, il va jeter l'éponge et en février 2022, il va dire que la France quitte le Mali. C'est pas une mince affaire de quitter le Mali, hein. C'est une opération qui est en place depuis 2013, donc la logistique est compliquée, et voilà quoi. Ça c'est le premier grand échec d'Emmanuel Macron. Ça, on peut dire que c'est son échec personnel, parce que c'est lui qui prend cette première décision.